vous dire le principe du muséographique du musée avant de rentrer dans ces collections maritimes. On est ici dans la grande nef et je voudrais que vous avanciez pour que vous ayez bien dans la perspective les choses. En fait, la visite du musée, elle se fait donc, vous l'avez compris, on est rentré par la sortie. Donc le visiteur arrive normalement de l'autre côté là-bas. Et en fait, cette grande nef, elle est en symétrie avec une grande vitrine là-bas qui évoque la bataille de la Marne 1914 et une vitrine ici qui évoque la bataille de la Marne 1918. L'idée étant de se dire qu'en début de parcours, on a finalement, on est au 19e siècle. Une fois qu'on a fait le parcours, on arrive ici et on est au 20e siècle. Donc ça, on l'a traduit. Alors, c'est pas révolutionnaire. Nous, on a réussi à le traduire sur le fait, sur l'évolution des matériels. Et au début de visite, vous avez un Blériot 11. Ici, on a un Spad 13. Vous avez les pièces d'artillerie Canon 75. Au début, le taxi de la Marne, et enfin, vous avez le char et le tracteur d'artillerie. Enfin voilà, donc c'est pour vraiment montrer comment on est passé dans cette évolution, avec finalement une fin de parcours où on se retrouve sur les silhouettes qu'on retrouvera en 1939. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le principe de base. Et entre ces deux grandes batailles de mouvement, il ne s'est pas passé que ça, bien évidemment, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Il y a notamment la guerre de tranchées qui est évoquée à travers cette... alors je ne dirais pas cette reconstitution, mais c'est plutôt cette évocation de la guerre de tranchées entre ces deux grandes batailles de mouvement. Ce principe de la grande nef nous a aussi permis de mettre en œuvre et de présenter les grosses pièces que nous avons de la collection, donc qui ne sont pas à nous, ce sont essentiellement des dépôts. Les 2 avions sont un dépôt du Bourget, les 3 camions sont un dépôt du musée Berlier, le char est un dépôt du ministère de la Défense. Juste pour mémoire et pour que vous ayez bien tous le même niveau d'information, je vous rappelle que au-delà de ces dépôts, l'ensemble de ce que vous voyez dans les vitrines ici, à 90% proviennent de la collection d'une seule personne, Jean-Pierre Vernet, qui a collectionné pendant 45 ans sur la Première Guerre mondiale. Et vous n'avez en gros dans les 3000 m² d'exposition que 15% de la collection qui sont présentés. Donc vous imaginez tout ce qu'il peut encore y avoir en réserve. Voilà, et donc c'est de l'espace finalement ici chronologique. Donc là, c'est la visite, le parcours chronologique, que vous pouvez compléter par un certain nombre d'espaces thématiques qui sont à la carte. L'idée, c'est d'avoir un parcours très libre, très ouvert, où finalement chacun fait son propre cheminement et va piocher ce qui peut l'intéresser au niveau de la thématique de la Première Guerre mondiale. L'idée de la salle thématique, vous verrez, elle est aussi dans le fait du renouvellement. Alors le musée a ouvert en 2011, donc c'est pas encore d'actualité, mais on peut tout à fait imaginer que dans 5 ans, peut-être de changer de thématique, peut-être de renouveler la manière dont on a présenté ce qu'une muséographie, ça vieillit, vous le savez. Donc l'idée, c'est de pouvoir être en capacité de fermer une des salles thématiques, c'est-à-dire que le musée continue de vivre et on retravaille l'ensemble d'une scénographie, d'un thème, ou on change de thème, enfin pourquoi pas, après tout, si on avait un gros don ou d'une collection incroyable qui mériterait une salle complète, on aurait cette capacité-là. Donc c'est comme ça qu'on a conçu le musée. Donc sachant que là, le parcours principal, enfin le parcours chronologique, vous voyez, avec tous les gros véhicules, bon, c'est pas demain que lui, on va le bouger. En revanche, le parcours thématique, c'est cette capacité-là. Je voulais vous poser une question très naïve. Est-ce que ces pièces ont servi? Oui. Alors, les grosses pièces, les camions ont été restaurés. Voilà, donc il y a certainement des pièces qui ont dû changer tout ça. Mais oui, dans l'idée, toutes les pièces ont servi. Le char a servi, même si aujourd'hui, celui qu'on présente, il n'a pas de moteur, mais il a servi. Et les avions aussi qui nous viennent du Bourget ont été restaurés, bien évidemment, mais ce sont des pièces d'origine. Ouais. Voilà pour cette présentation Michel. Générale. Et maintenant, je vous laisse la main pour la partie plus maritime, on va dire, de la visite. Voilà. C'est ça. Dans la collection de Jean-Pierre Vernet, il y avait certaines pièces qui avaient trait à la marine, comme cette torpille, qui n'est pas entière, hein, dont la partie qui contenait la charge explosive est maintenant intégrée à la scénographie. Mais peu de choses en fait étaient consacrées à la marine dans les collections. La plupart des objets qui sont présentés, excepté les uniformes de marine que vous voyez ici,
un uniforme français, un uniforme britannique, un uniforme allemand et un uniforme américain, merci. Et pour l'allemand, c'est le sous-marinier. Le sous-marinier. Oui, Et donc les pièces qui sont dans cet espace dédié à la marine sont des dépôts du Musée national de la marine de Paris, qui ont été restaurés aussi par le musée de Meaux pour être installés à l'ouverture, et donc ce qui montre aussi que les échanges de pièces entre les différents établissements publics qui permettent d'exposer à l'extérieur des pièces qui ne seraient pas montrées autrement. Donc nous avons des maquettes de bateaux français, d'hydravions, qui complètent ces uniformes, et puis nous avons aussi tout ce que vous ne voyez pas, puisque 15% de la collection est exposée, et donc nous avons également des pièces en réserve et dans nos centres de documentation, des archives, et certaines de ces pièces sont présentées sur les multimédias qui sont présents dans le musée un peu partout. Et sur la guerre en mer, nous avons certains documents qui sont accessibles, voilà. On a notamment, je crois, le Bouvet. Das war die deutsche Voilà le Bouvet. Le Bouvet. Alors tous ces documents-là, vous pouvez les trouver en centre de documentation. Et ça c'est pour comment on va dire, voilà, die deutsche Flotte, Linienschiffe, Avec des cartes postales également, des vues. Donc ça permet de compléter en fait la présentation, et ça me permet de vous dire aussi que vous souhaitez avoir plus d'informations. Nous avons un centre de documentation qui est accessible toute l'année sur rendez-vous, et dans lequel vous pouvez aller enrichir vos connaissances sur différents sujets et avoir accès. Voilà, donc nous avons des photographies, des plaques stéréoscopiques, des plans, des correspondances, des cartes postales, voilà, qui viennent enrichir la présentation. les guichets, les fameux croiseurs corsaires. En sachant que lorsqu'un professeur demande à avoir accès à ces documents, soit il peut se rendre au centre de documentation, soit on peut parfois lui envoyer en fichier à son adresse internet. Et si vous voyez des objets qui peuvent vous intéresser dans le cours, on peut communiquer ces objets. Et donc le musée fonctionne, on retrouve ce dispositif à peu près dans toutes les salles. On a des tablettes tactiles, on a également ici des films vidéo en partenariat avec l'INA, où là on a des scènes justement. Le CPAD. Le CPAD, oui. Le CPAD plutôt. Des scènes justement qui évoquent cette marine, qui complètent du coup notre collection d'objets. C'est grenadage en mer. C'était pour nous tout à l'heure. Si vous me retrouvez, Je vais les retrouver. j'espère bien. Il y en a notamment les Allemands qui doivent remettre leur flotte aux Britanniques. Donc on vous parlait des uniformes. Nous avons ici au musée, je pense, une incroyable collection d'uniformes de tout genre. Donc là, nous allons parler de ces uniformes de marins et de sous-marins, puisque nous ne pouvions pas passer à côté de la présentation d'un uniforme de sous-marinier allemand. C'est quand même, quand on parle de la guerre en mer et de la Première Guerre mondiale, on pense tout de suite à la guerre sous-marine. Et donc on voit cet uniforme de sous-marinier allemand qui est très complet. C'est à chaque fois, Jean-Pierre Vernet s'est attaché à constituer des uniformes précis et complets, et parfois suite à de longues recherches, à plusieurs années de recherche, et par différents moyens. Il était obstiné. Et on voit que cet uniforme était en cuir, puisque les conditions de vie des sous-mariniers à l'époque de 14-18 étaient quand même très peu confortables, et donc ce cuir permettait de les protéger notamment du froid, mais également des chaleurs extrêmes et des projections d'huile, puisqu'ils vivaient au milieu des machines. Donc l'intégralité de ces vêtements sont en cuir. Il me semble qu'on envoyait les fortes têtes dans les sous-marins. C'était plus. Non, Non, on n'envoyait que des volontaires d'abord. Que des volontaires. À partir de 17, 18. Puis après ça, il y a eu les volontaires désignés Voilà. d'office, parce qu'il fallait. Voilà. Bon, il y avait besoin. Non, Voilà. non, là, je crois qu'il ne faut pas. Non. Mais par contre, c'est particulièrement les pénible. fortes Enfin, têtes, sûrement pas. Non. Non. Aucune raison. Non. Bon, c'est ce qu'on avait entendu. Oui. Non, Pas mais- confondre, c'est pas les bad daf. Pardon, mais il peut y avoir un esprit de corps spécifique. L'arme sous-marine. Un esprit de corps d'appartenance comme cela, avec Oui, d'accord, des mais ça a rien critères à voir. identitaires. L'arme sous-marine demande la maîtrise de Bah oui. soi, le calme absolu, parce que Et quand la on Deuxième est- Guerre mondiale, c'était pareil. C'est Seulement, exactement évidemment, la même il y a un moment où d'abord on a besoin de monde. Donc, on finit par envoyer tout Alors le ce qui est monde. certain, c'est que l'arme sous-marine, c'est vrai en Italie, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne,
et en Angleterre, là, une sous-marine attire des jeunes officiers qui, sinon, sur les grands bâtiments isolés, dans les bases ou ailleurs, pendant la guerre de 14, n'auraient pas de commandement. Simplement, pendant la guerre de 14, un sous-marin, un bon commandant, c'est celui qui réussit à remonter son navire à la surface, parce que les conditions techniques du sous-marin de la guerre de 14, c'est pas absolument évident. Hein. Le nombre de pertes, on en parlera cet après-midi, par fortune de mer des sous-marins, est très élevé, beaucoup plus que dans la Deuxième Guerre mondiale, où la technicité, regardez les sous-marins allemands de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des sous-marins qui ressemblent beaucoup à nos sous-marins des années 50 et 60. Hein. Alors que pendant la Grande Guerre, c'est encore très 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 aléatoire. Sauf peut-être à la fin, à partir de 1918, on a de nouveaux engins qui annoncent la génération de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, reste quand même pas... Silence. C'est la bataille du Jutland. La seule Non. bataille Une emblématique. minute de silence pour le Jutland. Non, moi je ne savais pas que ça existait, ça c'est super, parce que c'est des machins d'époque, ça. Oui, oui. Je crois, hein, je pense. Oui, c'est le CPS. Ça ne fait pas du tout le... Non, c'est Oui, c'est les films de l'armée. Donc on parlait de torpilles tout à l'heure pendant les tables rondes. Ici, nous en avons une belle, une torpille d'exercice qui n'était donc pas chargée, mais qui contenait, en termes de poids, une charge non explosive qui permettait de manipuler et qui servait à l'entraînement des troupes. Donc, ce qui fait que nous voyons également comment ces torpilles étaient conçues, constituées, donc avec la charge, le moteur. Alors il y avait différentes formes de torpilles, ce n'était pas indiqué. Alors on a supposé que c'était une torpille à air, un moteur à air comprimé. Et puis ensuite l'hélice qui permettait de propulser la torpille. Donc elles ont été beaucoup utilisées pendant en 14-18, on l'a entendu tout à l'heure, avec les mines sous-marines. Donc ces deux objets sont également des dépôts du Musée national de la marine. On voit cette mine en coupe et donc on voit cette coque métallique. À l'intérieur, il y avait la charge explosive et en dessous le lest. Donc avec le câble qui se déroulait et qui permettait de lester à l'aide d'un poids sur le fond des mers la mine. Donc il y avait aussi différents types de mines qui pouvaient être donc soit lestées et fixes, soit dérivantes entre deux eaux, qui permettaient d'être invisibles aux yeux de l'ennemi. Et c'était le cas de celle-ci, donc elle était lestée au fond de l'eau par ce système de câblage relié à un poids qui la maintenait au flux. Et si je peux me permettre d'intervenir, par rapport à l'impossibilité de montrer dans les images de naufrage dont vous parliez ce matin, puisqu'évidemment c'était des images qui étaient totalement interdites même à dessiner, et qu'il y avait une grande population avide des récits de naufrage, traditionnellement depuis un siècle, eh bien l'iconographie militaire a vu évidemment la profusion de ce type de dessin pendant la première et la seconde année. Et puis petit à petit, à partir de 1916-1917, on voit la mine apparaître en tête de toute la littérature de guerre, avec cette idée que c'est une guerre indigne, que c'est une guerre illégitime, que c'est une guerre sournoise. Et il y a amorale totalement, c'est une guerre du non-droit et que l'ennemi utilise une guerre qui est illégitime et illégale. Et donc à partir de là, il va y avoir une mise en avant de la mine comme un motif iconographique qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, on voit l'utilisation de l'image de propagande pour parler de la guerre sur mer, alors qu'ici, qui montre ici le déclin de la puissance sous-marine allemande, et on diffuse ces images dans la population. Alors on a ce type d'iconographie, et là on voit les images de propagande américaines pour inciter à s'engager dans la Navy à partir de l'entrée en guerre des États-Unis. Et ici on parle du développement des bateaux américains, avec la construction très importante et le développement des chantiers. Les Américains utilisaient notamment la fabrication de bateaux des chantiers navals, la construction de bateaux en béton à l'aide de moules, ce qui accélérait la fabrication des bateaux. Justement, en parlant de bateaux, on peut se retourner... En parlant de naufrage, oui. il y a bien sûr le croiseur Léon Gambetta. Là, c'est... J'en ai parlé ce matin. Oui, voilà, avec sa décoration à l'intérieur. Je crois que 650 victimes, 130 rescapés.
Mais bon, et le Léon Gambetta était chargé du contrôle de l'Adriatique. Donc, c'est- Surtout un amiral à bord. Surtout un amiral à bord. Il y a un amiral à bord. Ils étaient tous comptés là. Léon Gambetta, c'est le modèle du Valdec-Rousseau, c'est le modèle de ces croiseurs avec plein de cheminées. Là. Donc là, nous avons les bateaux dont vous nous avez parlé ce matin, puisque nous avons ici notamment le Danton, la maquette, une maquette qui servait à l'entraînement des troupes aussi, pour voir comment étaient conçus les bateaux et comment on pouvait circuler, se déplacer. On voit bien la différence avec les bateaux ultérieurs. On fait l'artillerie principale ici, la tourelle avant c'est du 305 double et la tourelle secondaire, la tourelle arrière aussi. Et regardez par rapport à l'artillerie secondaire, il y a très peu de différence entre l'artillerie principale et l'artillerie secondaire. En fait, on n'a pas vraiment choisi. Il y a encore une artillerie ici, qui est une artillerie sur les bords, qui sert au fait à éloigner le torpilleur, parce que c'était la grande menace qu'on avait imaginée à l'époque. Il faut se représenter quand même le fait que nous sommes là en 1911, puisque c'est le Danton. Les Britanniques en sont à leur deuxième série de dreadnought, et les Allemands aussi. En 1900. Nous, et la Marine nationale continue à être équipée de bateaux comme ça. Alors, cela dit, c'est pas un mauvais bateau. C'est la première série homogène, à peu près homogène, de 6 bateaux. Mais le fait de ne pas arriver à construire des séries homogènes, ça tient aussi... où est François ça tient aussi à ce que François écrit ici ou là sur la qualité de l'appareil industriel français de l'époque. La marine doit aussi beaucoup compter sur les chantiers privés pour construire ces bateaux, en concurrence avec la marine marchande. Et donc il y a aussi des goulots d'étranglement de ces affaires qui permettent d'expliquer qu'il n'y ait pas des séries suffisamment longues. Mais ces bateaux-là, au fond, est-ce qu'ils sont si différents des pré-dreadnoughts autrichiens? Non, mais Autrichiens tous ou les bateaux. allemands. C'est justement là d'ailleurs que le dreadnought a amené à acquérir vraiment une révolution. C'est qu'avant, je crois que c'est un historien allemand, là, Jürgen Rover, qui avait fait remarquer ça. Avant le dreadnought, tous les bateaux c'était pareil. Il y avait 4 affûts d'artillerie principale, ce qui était notoirement insuffisant pour couler le bâtiment d'en face, parce qu'avec 4 canons, je regrette beaucoup, mais vous n'arrivez pas à avoir une densité, une cadence de tir suffisante pour envoyer vraiment un bâtiment par le fond. Donc tout ce qu'on mettait, on pouvait les accumuler, ça ne servait à rien. L'artillerie secondaire avait un calibre beaucoup trop faible aussi pour arriver à ce résultat, tandis que quand on a remplacé ça par 10, 12 canons du calibre de 305 et puis après ça de 380, là vraiment on avait un effet de masse du point de vue tir important. J'ajouterais bien un argument politique quand même, parce que la marine française, la marine de guerre française s'inscrit aussi dans un environnement politique. Je l'ai cité par exemple tout à l'heure Camille Pelletan. Il faut comprendre qu'on a au sein de la marine française les mêmes, je dirais, a priori politiques que celles qu'on a dans l'armée de terre avec le général André, avec l'arrivée des radicaux au pouvoir à partir de 1900, avec l'affaire des fiches de 1902-1904. Bon. Mais dans la marine, qu'est-ce que ça donne? Camille Pelletan, on n'insistera pas sur son alcoolisme invétéré, mais on insistera, et c'est plus important, sur le fait que ce ministre voit la marine, et notamment les officiers de marine, même si c'est un stéréotype et que c'est largement faux, mais ce sont des ennemis de classe. Et Camille Pelletan a des propos sur le sous-marin démocratique et le cuirassé aristocratique qui sont totalement délirants. Et donc, c'est antérieur quand même. Oui, c'est antérieur. Parce que ça a commencé avec la jeune école. Oui, d'accord. Mais on a bien une lecture politique de la marine française qui explique qu'on sacrifie l'outil maritime français. Et puis peut-être, alors là je pars sous votre responsabilité, peut-être parce qu'on est aussi persuadé que de toute façon on ne rattrapera pas l'Angleterre et l'Allemagne et que ce n'est pas le but de la manœuvre. Non. Mais il y a un regard politique aussi qu'il ne faut jamais oublier, je crois. Oui, alors avec en même temps, tu as évidemment complètement raison, avec en même temps au ministère de la Marine, une grande instabilité ministérielle. Oui. Les titulaires du portefeuille changent. Delcassé, lui, reste 3 ans, ce qui est assez... presque long. C'est presque long. Et contrairement à l'armée de terre, où au fond, il y a un état-major, il y a des structures, et il y a des officiers généraux,
et pas seulement Joffre à partir de 1911, qui réussissent à faire passer leur vue auprès des ministres. Dans la marine, il n'y a pas d'état-major, les amiraux n'ont pas bonne presse, les ministres passent très souvent, et donc il faut attendre 1912 pour qu'il y ait un véritable plan comparable au statut naval britannique de 1889. Donc tout ça s'ajoute, tous ces éléments s'ajoutent pour donner ça. Il n'y a pas de groupe d'oppression structuré, c'est suffisant. Donc, Et moi, je voulais juste Par exemple, redonner On a la Diane et on a le Val Rousseau là-bas. en parlant de la présentation et de l'histoire que raconte un musée, je voulais aussi attirer votre attention sur ces maquettes et sur la difficulté, l'échelle. Parce qu'en fait, on présente des maquettes qui n'ont pas toutes la même échelle et qui ne donnent pas forcément au premier coup d'œil, si on ne s'intéresse pas à lire la totalité des informations, et d'ailleurs on ne les a pas pour toutes les maquettes, c'est pas forcément la bonne proportion entre les différents bâtiments qui sont exposés. C'est pas parce que la maquette est plus grosse que le bâtiment était plus gros en réalité. Parce que ça coule ça, en fait. Voilà, donc là on a le torpilleur Kabyle qui était plus important que le sous-marin Diane. Et donc la Diane a connu. Assez long, voilà. assez long. Et la Diane a coulé en 1917, je crois, pour des raisons inconnues. Tous ces bâtiments ont coulé. Fortune de mer. Oui, c'est un Le accident Danton a été technique. torpillé, fortune de mer. Je peux me permettre d'aller là en termes de muséographie. Autant là l'échelle est bien visible, autant Non, l'échelle là, là il est y en peu a pas. visible. Et là, il faudrait Oui. la mettre. Parce que le visiteur se rende compte de la dimension. De la dimension. Ah, des- par contre, des en termes de bateaux. muséographie, on a placé des hydravions aussi. Ce qui est bon. Oui, je les avais pas vus parce que j'ai les projecteurs Ouais, dans ouais. la figure. C'est et vrai j'ai- qu'ils sont peu visibles. Mais en termes de muséographie, c'était discutable, hein, même de mettre ici ces bâtiments-là, alors qu'on est à la fin, on est en 1918 J'entends bien, mais il faut simplement préciser là où on est à quoi? On est du 144e là, non? Quelque chose comme ça, commandant? On est dans du quoi, 144e à peu près, un 200e? Oui, dans ces eaux-là, oui. Hein, dans ces Entre eaux-là, 150 et hein. 200. Et là, on est au 18e, hein, donc, ou un 18e. Donc, Et en il fait, faudrait- ça, c'est un sous-marin qui jauge 550, 600 tonnes à peu près. C'est pas très gros, ça fait 60 mètres, 65, 70 au maximum. C'est un sous-marin côtier, ça, d'où sa forme un peu C'est particulière. pas plus gros que ça, parce que moi je vois c'est des torpilles de réserve. ça. Oui, c'est torpilles de réserve. le canot sur le côté. Je sais pas si Sur les canots, moi je pense que c'est plus important comme déplacement. 68 mètres, 600 tonnes. Ah. Ils ont réussi à mettre tout ça là-dessus, y compris le you-you pour le commandant. Avec un chausse-pied. Ouais. Et donc, en s'intéressant à la muséographie aussi, on peut s'arrêter sur le petit macaron qui est là, qui présente un requin, hein, qui propose, qu'on peut retrouver dans le livret de jeu qu'on propose aux enfants et qui est parfois utilisé par les enseignants au cours de visites libres, quand tous nos médiateurs, en école primaire, quand tous nos médiateurs sont pris. Et donc, ce livret-jeu propose un parcours à travers les collections autour du thème des animaux dans la Grande Guerre, que ce soit l'animal soldat, l'animal civil, mais également l'animal symbole. Et c'est ce qui est le cas ici avec le requin, qui propose un jeu autour du croiseur Waldeck-Rousseau. Nous avons... oui. J'ai deux questions techniques. La première, à quoi servaient ces mâtures qui font penser aux bateaux du XVIIIe siècle? Oui. Et est-ce que les couleurs étaient les couleurs de ces vaisseaux à l'époque? Alors, deux points. Alors, sur les matures, d'abord, les matures sont élevées pour la TSF. D'ailleurs, on le voit très très bien. Le mat TSF. Ça, c'est la TSF. Et grande innovation du tournant de la fin du 19e siècle, du 20e siècle, sur toutes les marines, hein, c'est la même chose un peu partout. Donc ça, c'est vraiment les mâts importants. La deuxième chose qu'il faut aussi bien voir, c'est que ces mâts servent aussi à l'observation. C'est qu'il n'y a pas de radar, le radar n'existe pas, et ce qui permet de détecter une flotte, c'est la fumée des bateaux. C'est d'ailleurs aussi ce qui perturbe le combat en temps de combat naval. Alors la peinture des bateaux, elle change de toute façon, elle change en fonction de leurs affectations. Les bateaux en Méditerranée n'ont pas la même peinture qu'en Atlantique. L'histoire des bateaux, quand on voit les photos des bâtiments, on les voit, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs. Ce qui manque quand même sur cette mature,
Il n'y a pas encore sur la mâture, je suis d'accord pour l'observation, voir ce qui Il arrive. n'y a pas les unes. Non, il n'y a surtout pas les installations de conduite de tir. Conduite À de ma tir. connaissance, il n'y a Il y en a rien pas du là. tout là. Hein. Il n'y a pas du tout. Il y a le ça. blocos. Oui, mais le gars, pour Mais le conduire son blocos- tir, il est au ras de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne voit rien. Hein. Mais il n'y a pas de pas direction, grand-chose. il n'y a pas de conduite Je de dirais que tir. ça sur correspond les- probablement à la portée. Hein. Sur les croiseurs du type Valdecrosso, il n'y a Oui, pas de je sais conduite de tir. Oui, Elle commence à être installée sur les dentons et elle est sur les courbets. Je ne sais pas très bien quand ça a commencé. Par contre, l'observation... Mais les conduites de tir, même les dreadnoughts, c'est Jellicoe qui les fait installer sur les dreadnoughts britanniques. Tous n'en possèdent pas le fameux appareil de Scott, là, le Percy Scott. Et tous n'en possèdent pas. Ce qu'on appelle, pour faire simple, ce qu'on appelle la Sur les conduite de bateaux tir. allemands, les ont. Hein. Oui, tous. La conduite de tir signifie qu'on peut coordonner le feu de l'ensemble des pièces. Que ce soit sur celui-là ou celui-là. Coordonner le feu de l'ensemble des pièces, ça signifie concentrer le tir sur un vaisseau ennemi. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on a 10 canons, 12 canons, c'est pour les faire tirer ensemble. Hein. Si chacun tire de son côté, on se retrouve au cas précédent avec le bateau armé simplement de 4 canons et qui a une efficacité au feu. Et c'est pour ça que toutes ces améliorations techniques, qui ne sont pas que techniques, hein, ont des incidents sur la conduite des opérations, ils ont des incidents également sur la mobilisation scientifique et technique. À la veille de la guerre de 14, le fossé entre les marines, c'est le fossé entre les puissances. Et le canon et le bateau de guerre sont des instruments non seulement révélateurs de la puissance de l'État, mais du substratum industriel, économique, social, opérationnel. On voit bien qu'un bateau comme ça, il tire quasiment tourelle par tourelle. Le chef de pièce, d'ailleurs, il est là, on le voit bien, hein, c'est lui qui, à la limite, qui détermine presque sa cible. Évidemment, c'est plus du tout le cas à bord des bateaux les plus modernes. Et non seulement il y a un problème de conduite de tir, d'une part, mais il y a un problème de direction de tir. Parce que quand on est en ligne de file, il faut concentrer, pour barrer le T, c'est-à-dire frapper la tête de l'escadre ennemie, il faut être capable de concentrer le tir de la totalité des bateaux. Pas seulement le tir d'un seul bateau, mais de la totalité des bateaux. C'est ce qui vraiment fait la différence entre les marines dès la guerre de 14. Alors là, pour le coup. Alors pour revenir sur votre question sur la couleur, mais on le verra tout à l'heure puisqu'on a un espace consacré à l'armement et notamment au camouflage, qui est une grande innovation de la Première Guerre mondiale. Et Cécile Coutin reparlera de ce travail justement sur le camouflage et la couleur qui a pu avoir lieu à travers la peinture, mais également grâce à d'autres procédés, et notamment la fumée. Hein, on enfumait ses adversaires au sens propre. Voilà. Mais voilà, ce n'était pas le cas. Enfin, celui-là en 14, il est gris, hein, il a été repeint. Après. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant quand on voit ce bâtiment, c'est qu'il ressemble énormément dans sa forme à un bateau de l'époque moderne, un voilier avec ses hauts mâts, cette coque renflée et ses canons de sabord sur les côtés. Quand on présente un bateau comme ça, il faut toujours dire à quelle année on le présente. Parce que selon l'endroit où il est, c'est des bateaux en plus qui subissaient des transformations. Hein. Par exemple, la passerelle avant a été transformée, le blocos a été transformé. Ils revenaient au chantier. Ça finissait par être extrêmement compliqué parce que c'était le fruit de l'ingéniosité des ingénieurs du génie maritime en même temps qui quelquefois avaient des idées et des commandants de bord aussi qui pouvaient, au retour des essais, demander telle ou telle modification. Alors, l'observation des flottes ennemies, elle est plus faite par les avions de reconnaissance. Pas à cette époque-là, pas en 1910. Ça commence. Le Zeppelin, ça commence avec le Zeppelin, mais ça marche pas très bien quand même. Et les hydravions Les hydravions, ça vient après, oui. Pendant la guerre. Mais ça dépend de leur rayon d'action. À ma connaissance, les flottes de combat, je parle des flottes de combat, n'ont pas utilisé vraiment l'hydravion. Par contre, pour la recherche des sous-marins... Dans la lutte anti-sous-marine, pour la surveillance. Pour leur destruction. Pour leur recherche, plus que pour leur destruction. Dans l'accompagnement des convois, notamment. Ça dépend aussi des limites. Je veux dire, l'hydravion, comme ça, on pourrait se dire qu'il est plus commode à utiliser, mais le rayon d'action est le même, hein, entre un hydravion et un avion à roues. L'avantage, c'est que l'hydravion, quand il est à court de carburant, éventuellement, il peut se poser, mais pas par partir. Donc, il faut avoir ça aussi en tête. Hein. Ces sympathiques avions-là, ils n'ont pas un rayon d'action qui leur permette d'aller jusqu'au Jutland, par exemple. Alors ça, c'est absolument évident. En Méditerranée, on est dans des circonstances un peu différentes, parce que le champ si je puis dire, l'espace maritime est par essence un peu plus restreint. C'est pas un hasard, c'est la base la plus importante de l'armée, je trouve à Venise. À Venise, bien sûr. Elle permet de contrôler tout le nord de la Méditerranée. Oui.
d'attaquer Trieste, Pola, Fourmes, surveiller tout ça, tout ça. Alors là, on a vu des gros objets pour parler de la marine, mais le principe du musée, c'est aussi que des petits objets, comme ce billet d'embarquement américain, raconte une histoire. Et chacun de ces objets raconte une histoire aussi importante, peu importe sa place. Alors celui-ci, c'est un billet d'embarquement des troupes américaines sur le USS Léviathan, qui était un bateau à l'origine allemand, qui a été, c'est un bateau de croisière, enfin un paquebot, qui était basé aux USA, donc qui datait de juste avant-guerre, qui était basé aux USA, c'est un transatlantique. Et donc il a été saisi, voilà, et après il a servi au transport de troupes. Donc ça veut dire qu'il transportait 14 000 hommes à peu près par bateau pour aller jusqu'en Europe, ce qui a permis, il faut savoir que les États-Unis ont transporté 2 millions d'hommes et de troupes jusqu'à la France pendant la Première Guerre mondiale. C'était donc un transport très important. Et ce billet-là nous raconte ce voyage, le voyage d'un Américain vers la France qui s'est engagé pour aller combattre. Et alors c'est un peu ce que disait Michel, c'est-à-dire que l'idée du musée, c'est de faire un musée à hauteur d'homme, raconter également des petites histoires à travers un uniforme ou à travers un objet de ce type. Et c'est ce qu'on essaye de rendre à travers ce type d'objet. Alors pour finir sur cette salle, nous sommes en train d'imaginer avec Elena une visite littéraire de la Grande Guerre qui viendra compléter notre collection de visites. Et alors je ne résiste pas à vous lire un écrivain américain qui s'appelle William March, qui a participé à la guerre. Il s'est engagé en 1917 dans l'US Marine Corps et il combat en France pendant la Première Guerre mondiale. Il va être décoré et puis il va mettre 10 ans à écrire son roman qui paraît en 1933 qui s'appelle Compagnie K et qui vous raconte un peu le transport de troupes et surtout le sentiment qu'ont éprouvé les soldats américains quand ils arrivent et quand ils débarquent en France. Je vous lis son texte. Alors ce texte-là, il est fait pour être lu devant des lycéens. En fait, on a sélectionné, on a fait une anthologie des textes littéraires de la Grande Guerre et en fait, en rapport avec la collection, on va lire des textes littéraires et ça permettra de faire ce panorama. Je vous lis ce texte de William March. C'était bon de retrouver la terre ferme après 14 jours entassés les uns sur les autres sur un navire de transport. Nos brodequins cloutés claquaient sur le pavé de la grande rue de la ville qu'on descendait au pas sans cadence, en direction de la caserne, plus loin en haut de la colline. Il faisait froid, mais le soleil brillait et on avait tous la joie au cœur et l'humeur à la rigolade. On se marrait, on se poussait. Mais les Français sont restés là à nous regarder, bouche bée, l'air étonné. Ils n'étaient pas du tout comme les badauds américains. On a essayé de leur faire des tours et des farces, mais ils ne voulaient rien répondre. Ils ont simplement continué à nous regarder comme si on était des dingues. Et puis ils ont tourné la tête. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens ? A demandé Tom Stahl. Leur entrain, il est où ? Et leur bonne humeur, elle est où ? Tout le monde est en noir, j'ai fait. On dirait qu'ils reviennent d'un enterrement. Alors une femme dans la foule qui se tenait sur le bord du trottoir m'a répondu avec un fort accent anglais. Les gens sont en deuil. Elle a expliqué comme si elle s'adressait à un enfant. Nous sommes en guerre, vous savez. Ah, je ne m'étais pas rendu compte, j'ai dit. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Et là, on voit bien la rencontre de deux mondes, les États-Unis qui arrivent en Europe. 3 ans, 4 ans de guerre, la France est depuis 4 ans de guerre, voilà, et on a ce choc de deux mondes et on va essayer justement de faire dialoguer à la fois des textes littéraires et puis la collection. Quand les Américains arrivent en France, ils n'ont pas de matériel de guerre. On leur fournit le matériel de guerre, en fait, ils arrivent avec le nécessaire. Ils arrivent avec la cuisine, avec l'équipement, mais ils n'ont pas de matériel de guerre. Et ce seront les Français et les Britanniques qui leur fourniront tout l'équipement de guerre. Mais voilà. Ils vont très rapidement... Oui. Ils vont faire. Non, mais vous avez des choses sur les Italiens ? On a des uniformes. On a des uniformes. On a les uniformes, en fait. De toutes la collection de Jean-Pierre nations Vernet est connue belligérantes. vraiment pour être la plus complète au niveau uniforme. Donc, d'ailleurs, on va passer côté uniforme. Pour la marine italienne. Non, en fait, la marine italienne, on l'aura. On n'a pas de marine italienne. Ce qui est représenté, et je pense que l'idée de Jean-Pierre Vernet, c'est de présenter les flottes les plus emblématiques. C'est rien. On se demande s'il y a de 14-18. Mais l'idée, c'est de. C'est le tropisme de la France. Il regarde vers l'Angleterre et l'Allemagne, mais jamais vers le sud. Et c'est ce qui montre aussi comment nous sommes dépendants de la collection. Les Italiens vont rendre bien la politesse, puisque dans les musées, on parle très peu aussi de l'armée française. Voilà. En Italie. En France, quand on parle de l'armée italienne, c'est plutôt pour blaguer.
Pour caporer. Par contre, on voulait vous montrer un uniforme allemand qui est très complet et qui a grand intérêt. Un mot simplement, le Léviathan. Le Léviathan, ce qui est intéressant, c'était effectivement un ancien paquebot allemand, interné d'abord et puis saisi en 17, mais il y en avait 18 comme ça. Absolument. 18. Et ça a été pain béni pour les Américains en 1917, parce qu'en fait, leur flotte transatlantique n'était pas très développée. Et d'un seul coup, ils ont eu des bateaux qui n'étaient pas tous disponibles. Enfin, là-dedans, ils ont eu largement de quoi constituer leur flotte. Le Léviathan, il était tout neuf. Oui, il était tout Vous leur neuf, direz mais- d'ailleurs demain, vous pourrez me dire, vous nous l'avez déjà dit. Bon, Donc nous tenterons dans un autre espace ici qui est consacré à la mondialisation du conflit et dans lequel on présente une très importante collection d'uniformes de tous les pays belligérants. Enfin, en tout cas, il y a énormément d'uniformes. Vous pourrez On a toutes les armées, circuler. Oui, il me semble qu'on a tout. Et parmi ceux-ci, nous avons un uniforme de marin allemand qui est très intéressant puisque complet et très documenté. Il y a l'uniforme et puis à côté et derrière, il y a une photographie de ce marin portant son uniforme, qui était un Alsacien Avec sa allemand, décoration. qui s'appelait Karl Vogt. Sa décoration, sa croix de guerre, il est avec sa famille et donc on connaît son parcours. Lui, il a été envoyé en Orient, en Chine, en mer de Chine, et il a participé au combat à Tsingtao, qui était un comptoir allemand qui était Une base navale aussi. oui. Ouais. qui était visé par les Japonais. Donc pour ça qu'il est placé à côté de cet uniforme japonais. Tsingtao a été attaqué par les Japonais en août 14, prise en novembre 14, et donc ce Karl Vogt a été fait prisonnier. Alors on ne sait pas exactement combien de temps, mais il a été fait prisonnier, et donc cette bataille marque aussi la fin des possessions allemandes en Orient. Et après, donc il est revenu chez lui en Alsace après la guerre. Donc ça montre bien ce déplacement et ce rôle des mers notamment le transport des troupes, dans l'importance aussi de posséder, de se développer des empires coloniaux. C'est également pour ça que la marine et l'espace dédié à la mer est placé à côté de la mondialisation et de l'espace consacré aux colonies. C'est en fait la marine pendant la Première Guerre mondiale, c'est le transport des troupes, c'est le commerce, c'est la logistique qui a fait que les Alliés notamment, eux, ont pu gagner la guerre et que les Allemands, à cause du blocus, ont été affamés et dépossédés, et c'est une raison importante de l'issue de la guerre. Alors le sifflet, ce n'est pas lui. C'est un ajout. C'est le seul ajout en fait sur l'uniforme. En principe, il n'a pas à avoir de sifflet. Oui, mais en fait, il n'a pas de sifflet. Un sous-officier d'artillerie de marine ne porte pas de sifflet. Ouais. Mais il n'a pas de sifflet, en fait, c'est un Si je puis me permettre, l'artillerie de marine. Donc on devrait l'enlever si on voulait être... C'est marqué la marine et artillerie. Oui. D'accord, je n'avais pas lu. Les Alsaciens étaient très motivés par la marine. Oui. Dès la marine impériale, il y avait un contingent très important d'Alsaciens dans la marine impériale. Et ça a continué, Dieu merci, pour la marine française. Il n'y a pas que des Bretons. Et dans en la marine. particulier, les Alsaciens s'engageaient. Je ne dirais pas fort heureusement, parce que s'il y avait des Bretons ici... Attention, je suis bretonne. Les Alsaciens mosellans s'engageaient dans la marine parce qu'ils étaient sûrs de ne pas retrouver de parents en face d'eux dans l'armée de terre. Aussi. Il y avait cet argument. J'ai un de mes thésards qui a fait une HDR, une habilitation à diriger des recherches, qui s'appelle Jean-Noël Grandhomme, qui vient d'être élu professeur des universités à Nancy, et qui a fait son HDR sur les stratégies d'évitement des Alsaciens mosellans notamment, dans la Kriegsmarine à la Deuxième Guerre. Parce que s'engager volontairement dans la Kriegsmarine, c'était échapper au front de l'Est et au front de l'Ouest. Et donc, ce sont des stratégies d'évitement extrêmement importantes. On parlait tout à l'heure des stratégies d'embuscage. Les Français qui se portent volontaires à partir de 1915 se portent volontaires massivement. Alors tous n'ont pas de poste, mais se portent volontaires massivement pour l'artillerie côtière. Parce que l'artillerie côtière, si on a ce filon, c'est effectivement échapper
au front de l'Ouest, c'est échapper à toutes les grandes batailles, et c'est défendre la rade de Brest en attendant un éventuel sous-marin allemand qui ne vient pas forcément. Et donc ces demandes de volontariat dans l'artillerie de marine côtière sont extrêmement nombreuses et doivent être lues, à mon avis, comme des stratégies d'embuscage et d'évitement. Tsingtao ne pouvait pas pratiquement se défendre parce que la garnison était très faible. L'escadre de l'amiral von Spee était partie justement parce qu'ils ont compris tout de suite qu'avec le Japon à côté, Tsingtao, avec ou sans bâtiment, était indéfendable. Alors donc en fait c'était une base navale sans bateau. Alors il est évident que les Japonais, ils ont débarqué, je ne sais pas combien, 5-10 000 hommes, et l'affaire a été rapidement faite. La marque de La bière bière. chinoise. Bien sûr. La présence allemande, Tsingtao. chinoise, le Qui est très souvenir, bonne, c'est d'ailleurs. la brasserie de bière. C'est une des plus belles villes chinoises actuellement, Tsingtao. Ils l'ont gardé aussi. Et alors ça, c'est quand même, il faut le dire, hein, c'est un uniforme de parade. Ils portaient jamais ça au feu parce qu'il y a l'aiguillette. L'aiguillette d'honneur, les boutons dorés, voilà. Il portait, oui, ça doit être un Obersteuermann, quelque chose comme ça, sur le côté. Là, regardez, commandant. Oui, d'accord. Et on ne dit pas un officier marinier, puisqu'il est dans la marine et artillerie, donc on leur donne leur titre de sous-officier. Mais c'est un ami de parade. Ah bah oui, mais la taille Alsacien, moyenne, c'est un Alsacien, la taille il moyenne nourrissait pas très bien. la taille moyenne des conscrits français de l'époque est 1m67. Oui, 1m67. C'est des petits Les Allemands bonhommes. sont un peu plus grands. D'où d'ailleurs Oui. Non mais d'où l'avantage, nous on a... Ici, vous voyez dans cet espace où on a de nombreux uniformes, ce sont des bustes. Enfin, on n'a pas de mannequins réalistes. Dans l'espace central, dans la grande nef, comme on dit, vous avez vu les deux vitrines, Marne 18, Marne 14, ce sont des mannequins hyper réalistes, à taille réelle, à échelle réelle. Et c'était aussi ce choix de prendre des mannequins réalistes pour indiquer aux visiteurs la taille de ces soldats de l'époque, qui serait complètement différent si on devait refaire des vitrines aujourd'hui avec la taille de nos soldats actuels. Et c'est vrai que c'est moins visible avec ce type de présentation. Nous sommes ici dans l'espace consacré à l'armement et une grande partie de cet espace est dédiée au camouflage. Donc, demain, Cécile Coutin, qui est une grande spécialiste, traitera beaucoup mieux que moi du sujet. Mais vous pouvez voir ici, donc, ce sont ces tableaux et ces maquettes. Donc, ce tableau, notamment, est un dépôt, encore une fois, du Musée national de la marine, qui est venu largement compléter nos collections sur le sujet. Et donc nous voyons ici se développer en 14-18 le camouflage des bateaux, et ce qui fait que c'est une guerre, comme le disait François Cochet, en voie de totalisation. C'est que ce ne sont pas uniquement, et loin de là, les bateaux militaires qui sont camouflés, mais également les bateaux civils. Et d'ailleurs, nous allons voir tout à l'heure dans la vitrine dédiée à la marine, une petite vitrine dédiée à la marine, que les bateaux de commerce étaient également, les marins pouvaient être équipés comme les militaires. Ils avaient des cascadriants avec l'ancre, etc. Donc nous voyons ici des différentes tentatives. Vous pourrez d'ailleurs travailler demain sur ce carnet de camouflage qui est présenté, qu'on a sorti pour l'occasion et numérisé, et qui contient de nombreuses planches et d'aquarelles avec différentes tentatives. Alors, soit un travail avec des grands aplats de couleurs et des grands contrastes qui permettaient évidemment pas de rendre invisibles les bateaux, puisque la mer, l'horizon ne peut pas... c'est plus compliqué, c'est trop changeant, et en fonction du temps, ça ne permet pas de complètement camoufler un bâtiment, mais qui permettait de brouiller les distances et donc de rendre plus difficile le fait de viser sur ce bâtiment. Donc il y a des tentatives, vous le verrez demain, je pense avec Cécile Coutin, où même on essayait de réduire la taille du bâtiment, on essayait de modifier son centre, son équilibre, pour sa vitesse même, en peignant des bâtiments dans le sens inverse, modifier le nombre de ses cheminées pour tromper l'ennemi. Voilà. Et donc ici, on a une maquette que Cécile Coutin vous présentera également, où il y a deux tentatives. Vous voyez, il y a deux motifs différents. L'un pour le printemps, l'été, et l'autre pour l'hiver. Donc voilà, il y avait
C'est un peu comme les contrebandiers d'un côté, de l'autre côté, voilà, collection automne-hiver, collection printemps-été. D'ailleurs, oui, parle un peu de Eugène. Donc ici, c'est une tentative d'Eugène Corbin. Eugène Corbin, qui était donc le camouflage a été initié par les Français. Oui, c'est une maquette. Oui, non. Non, mais c'est pas réaliste hein, en termes de bâtiment, c'était juste une tentative de couleur. Donc Eugène Corbin, nous avons d'autres pièces qui lui sont consacrées. C'était Jean-Pierre Vernet avait récupéré, il travaillait à Nancy, hein, il a récupéré toute une collection de pièces quand les magasins de Nancy ont fermé et des tenues de camouflage très diverses, puisque Eugène Corbin avait travaillé avec de nombreux artistes français pour développer cette pratique. Hein, on retrouve ici des uniformes. Et puis pour terminer, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, nous avons la vitrine tout au fond consacrée à des objets de marine. Donc vous voyez, hein, c'est bien présentatif que sur tout cet espace sur l'armement, donc on a une partie sur le camouflage, mais sur la guerre en mer, très peu de choses, puisqu'effectivement, on en a déjà parlé ce matin, vous nous en avez très bien parlé. Pas de grandes batailles rangées, hein, comme dans les guerres précédentes, mais plutôt des guerres de harcèlement. Et donc, ici, pas de grande présentation. Effectivement, on y parle de la bataille du Jutland. Et vous voyez, on y présente un bâtiment que je ne saurais pas reconnaître. Alors, un peu loin pour moi. Voilà, bon bref. Et donc, on a choisi, vous voyez, en termes de muséographie, donc il est survolé par un hydravion. C'est un bâtiment anglais, mais c'est à cause du pavillon. Oui. Il est survolé par un hydravion, donc on a choisi de reprendre, et on s'inspire dans notre muséographie, effectivement, des images d'archives, pour créer la scénographie, hein, la mise en scène des objets. Ne jamais oublier qu'un musée, c'est une mise en scène aussi, c'est une conception intellectuelle. Donc il faut toujours garder un esprit critique. Nous ne sommes pas un dictionnaire, donc il faut le savoir quand on visite un musée, c'est toujours un parti pris et un choix. Donc, ce qui est présenté dans cette vitrine, effectivement, un gilet, bah oui, les marins, ça coule, hein, il y a eu des morts en mer, même si il y a eu beaucoup moins de morts sur mer, et c'est pour ça aussi que quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense aux tranchées, parce qu'il y a eu tellement de morts sur le sol et tellement d'affrontements au sol, il y a quand même eu quelques naufrages, mais beaucoup moins de pertes en mer. Et je vous parlais de la totalisation de la guerre. On voit ce casque Adrien avec cette encre de marine, hein, qui était un casque de marine marchande. Donc la marine marchande s'équipe elle aussi en effet militaire. Les bateaux de marine marchande, à cause des attaques allemandes, vont aussi s'armer. Donc ça montre c'est que la guerre devient totale. Et vont servir de transport de troupes.